Vous écoutez Europe 1, il est 13h. Europe 1, 13h. Céline Géraud. Bonjour à tous, bienvenue à bord, bienvenue dans Europe 1 13h, c'est votre journal de la mi-journée sur Europe 1. Alors à la une aujourd'hui, la guerre entre Israël et le Hamas au 4e jour de conflit. Le Quai d'Orsay annonce la mort de 4 Français. Le sort des otages retenus à Gaza reste incertain alors que le Tsahal prépare la riposte. Le point complet sur la situation dans quelques instants. Et dès 13h20, décryptage et analyse sur ce conflit avec nos invités, le spécialiste du Moyen-Orient David Rigolet-Rose et un journaliste franco-israélien. Vous, auditeurs d'Europe 1, Europe 1 13h vous donne la parole pour témoigner et réagir. Alors appelez-nous au 01 80 20 39 21. L'actualité de ce mardi, c'est aussi l'intrusion violente d'individus cagoulés dans un lycée à Épernay pour s'en prendre à un élève de 15 ans. Les détails sur cette agression. Enfin... Moi j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire. Vous l'avez reconnue, bien sûr, Edith Piaf, 60 ans déjà qu'elle nous a quittés à l'âge de 47 ans seulement. Mais le mythe est immortel, vous le constaterez à la fin de ce journal. Alors les jours se suivent et se ressemblent et on ne va surtout pas s'en plaindre. La tendance météo, Géraldine Amont. Tout à fait, bien vous l'avez dit Céline, un temps estival avec encore du soleil et des températures autour de 10 degrés au-dessus des normales de saison. Météo France prévoit, écoutez bien, jusqu'à 30 degrés dans le sud aujourd'hui. Merci Géraldine et rendez-vous à la fin de ce journal pour la météo complète. Europe 1. On ouvre donc ce journal avec cette tragédie au 4e jour de la guerre entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne affirme avoir plus ou moins repris le contrôle de la frontière avec Gaza. Et selon le Quai d'Orsay, 14 Français, dont un mineur de 12 ans, sont portés disparus. Hier, plusieurs membres du gouvernement étaient présents au rassemblement organisé par le CRIF, mais l'exécutif veut s'employer à une certaine prudence dans les démonstrations de solidarité afin, Jacques Serret, de ne pas importer le conflit. Oui, si Emmanuel Macron exprime sa solidarité avec Israël, s'il explique, comme il y a quelques minutes, que le chantage du Hamas est odieux et inacceptable, eh bien les démonstrations de soutien des membres du gouvernement font-elles l'objet d'intenses réflexions en coulisses. On ne veut surtout pas importer le conflit en France, décrypte un conseiller de l'exécutif. Si dans 10 jours ou un mois Gaza est rasé, il faudra que l'on puisse assumer ce que l'on a dit au début, explique un autre. Ces tergiversations ont animé certains cabinets ministériels, Matignon et l'Élysée, pour notamment déterminer si la présence de tel ou tel ministre au rassemblement organisé par le CRIF hier soir à Paris était pleinement justifiée. C'est ainsi que de l'aveu d'un proche conseiller du président, le séminaire franco-allemand à Hambourg nous arrange bien. Fin de citation. Bruno Le Maire, Éric Dupond-Moretti ou encore Gabriel Attal, les ministres les plus importants étant aux côtés du chef de l'État outre-Rhin, tous avaient officiellement une bonne raison de ne pas être hier au Trocadéro. Charge porte-parole du gouvernement Olivier Véran ou encore au ministre chargé de l'Industrie Roland Lescure d'assurer le service minimum. Une certaine idée du en même temps pour ne pas réveiller les quartiers les plus sensibles 3 mois après l'épisode des émeutes. Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et pendant ce temps-là, LFI persiste et signe. Après le refus de la France insoumise de qualifier d'acte terroriste l'offensive sanglante du Hamas, ce qui a semé la discorde, on s'en souvient, au sein de la NUPES, eh bien, nouveau malaise ce matin à l'Assemblée. La chef de file des Insoumis, Mathilde Panot, a tenu une conférence de presse pour apaiser la situation. Mais Alexis de la Fontaine, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Oui, car la France insoumise persiste et signe dans sa stratégie de banalisation du Hamas, pourtant responsable du massacre de samedi dernier. Interrogée sur sa définition du Hamas, Mathilde Panot joue l'ambiguïté. C'est la branche armée qui, aujourd'hui, est responsable de crimes de guerre. Voilà. Et c'est largement documenté, vous pourrez... Mais j'ai répondu sur terroriste, en fait. J'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Vous vous contenterez de ma réponse sur cette question. Vous entendez l'embarras dans la voix de Mathilde Panot, qui a demandé de suspendre la conférence de presse après cette question. La France insoumise qui refuse donc de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, pourtant reconnue comme telle par l'ensemble de l'Union européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors pour l'instant, ici à l'Assemblée nationale, aucun autre député insoumis ne souhaite prendre la parole sur le sujet. De son côté, Jean-Luc Mélenchon dénonce une lapidation médiatique contre son parti.
Alexis de la Fontaine pour Europe 1. Et ce matin, l'Organisation mondiale de la santé a demandé l'ouverture d'un couloir humanitaire vers la bande de Gaza, bouclé et bombardé par les forces israéliennes. L'armée israélienne qui a aussi rappelé massivement ses réservistes. 360 000 soldats au total ont été rappelés. En France, les hommes de la communauté israélite ont également été mobilisés. C'est le cas de Brian qui s'apprête à partir pour Tel Aviv depuis Paris. Écoutez-le. Très tôt, des centaines de messages sur WhatsApp, à la fois de mon groupe de l'armée, mais aussi de mes amis. J'ai découvert qu'on avait des amis qui avaient disparu, dont on n'avait plus de nouvelles, qui sont emprisonnés à Gaza, ça on le sait. 2 heures après, mon unité nous demandait déjà de revenir. Je vais être récupéré par un de mes amis qui va m'emmener chez lui dormir et le lendemain matin, j'irai à la base. Je sais où je vais être positionné. Les réservistes comme moi ne sont pas en première ligne. On fait beaucoup de renforts. On va là où on nous demande d'aller. Ce sont des êtres assoiffés de sang. Moi, ils me font pas peur, mais je ne les sous-estime absolument pas. Est-ce que vous avez pensé à l'éventualité justement de perdre la vie ? Non, là non, pas du tout. Europe 1, il est 13h06, vous écoutez le journal de Céline Géraud. Après la sidération, la riposte et près de 150 otages au cœur de cet affrontement. Le Hamas a annoncé hier soir qu'un otage serait exécuté à chaque fois qu'un bombardement israélien touchera des habitations civiles à Gaza. C'est donc une course contre la montre compliquée pour l'armée israélienne. Localiser ces otages, puis envoyer, William Molinier, les forces spéciales pour les exfiltrer. Ehud Barak, Naftali Bennett ou encore Benyamin Netanyahou en sont des vétérans. La Sayeret Matkal, la plus discrète des unités de forces spéciales israéliennes, est spécialisée dans le sauvetage des otages. Elle ne répond qu'aux ordres de l'état-major israélien. Les conditions d'admission sont drastiques avec, en point d'orgue de la formation, une marche éreintante de 120 km au terme duquel le fameux béret rouge est remis aux jeunes recrues. Cette unité a une excellente réputation. Elle est capable de taper dans l'extrême profondeur, se souvient un général français qui a côtoyé ses chefs. Une chose est sûre, plus le temps passe, plus ce sera compliqué pour cette unité d'aller chercher un à un tous les otages, car le Hamas va sans doute les disperser dans les dédales des sous-sols de la bande de Gaza. Cela peut aller très vite dès que le renseignement aura transmis des données de localisation, poursuit une source militaire. Voilà pourquoi l'aviation israélienne bombarde massivement ce territoire pour forcer les terroristes à changer de position, à déplacer les otages et empêcher qu'ils ne s'installent durablement sous terre. William Molinier, spécialiste des questions de défense à Europe 1. Et dès 13h20, nous poursuivons bien sûr le décryptage de ce conflit avec David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques, le journaliste franco-israélien Marius Shatner et le publicitaire Franck Tapiro pour un coup de gueule. Vous l'entendrez, on vous attend, auditeurs d'Europe 1. Si vous souhaitez témoigner, posez une question à nos invités, appelez-nous. Europe 1 vous donne la parole. Au 01 80 20 39 21, l'appel est non surtaxé, Céline. Allez, vous ne bougez surtout pas dans quelques instants. Pas d'augmentation de salaire en 2024, la tendance se précise. Une violente agression dans un lycée à Épernay, c'est dans la Marne, et le 60e anniversaire de la mort d'Edith Piaf. A tout de suite sur Europe 1. Il est 13h08 et vous écoutez Europe 1 13h sur Europe 1. Europe 1 13h. Céline Géraud. Europe 1 13h. Europe 1 13h10, la suite du journal avec vous, Céline Géraud. Et dans ce journal, nous revenons sur cette intrusion choquante. C'était dans un lycée à Épernay dans la Marne, mercredi dernier. Des individus sont entrés pour s'en prendre à un élève. Thibaut Hu, que sait-on de cette violente agression ? Eh bien, l'agression se déroule à l'heure de la pause déjeuner. 2 véhicules se garent aux abords de l'établissement. 7 individus en sortent. Certains sont encapuchonnés, visage dissimulé et prennent pour cible un élève de 15 ans. Roué de coups, l'adolescent prend la fuite. Il se réfugie dans le lycée, mais ses assaillants le poursuivent. Devant l'altercation, le proviseur intervient et les individus font demi-tour, tous sauf un, acculé par le chef d'établissement. Il sort un couteau, le menace et quitte les lieux à son tour. La victime est légèrement blessée et conduite au commissariat pour une audition. Au même moment, des élèves signalent un individu muni d'un couteau. Le suspect se débarrasse de son arme retrouvée dans un caniveau. Selon nos informations, il s'agirait d'une connaissance de la victime, lui aussi âgé de 15 ans. Placé en garde à vue, il est connu des services de police. Les autres suspects sont finalement retrouvés, également placés en garde à vue. Entendus, ils avouent leur implication. 4 d'entre eux ont été jugés en comparution immédiate et ont écopé de peines de prison avec sursis, sans mandat de dépôt, et ont été libérés. Thibaut Hu pour Europe 1. Allez, on enchaîne. Faut-il augmenter les salaires ? La question sera au cœur des discussions de la Convention sociale lundi. D'après une étude du cabinet de recrutement Robert Half, pour plus d'un chef d'entreprise sur 3, accorder des hausses de salaire sera compliqué l'année prochaine. Face au marasme économique, les employeurs doivent fermer les vannes, Margot Faudéré.
Oui, pour Jean-Marc Pierry, responsable d'une verrerie en région parisienne, l'incertitude s'explique par l'évolution des prix de l'énergie. Cette année, il a pu augmenter l'ensemble de ses collaborateurs, une quinzaine, mais pour l'année prochaine, rien n'est encore décidé. Les fours fonctionnent ou au gaz ou à l'électricité, donc aujourd'hui, pouvoir prétendre donner une hausse l'année prochaine à tous les salariés, on est incapable de pouvoir avoir cette vue-là. D'autant plus que ces mesures ne sont pas sans coût pour l'entreprise. La hausse des salaires sur 2023 a un impact sur la société. On l'a fait parce qu'on pouvait le faire, mais ça rognait sur la marge. Comme Jean-Marc Pierry, d'autres chefs d'entreprise naviguent encore à vue. L'inflation les oblige à la prudence, explique Albana Armand, directrice régionale chez Robert Half. On a été sur une année 2023 en demi-teinte. La réponse immédiate pour les entreprises, ça va être de millimétrer au maximum les coûts. Dans les entreprises qui en prévoient l'année prochaine, les hausses de salaire devraient atteindre 4 à 5% en moyenne, comme en 2023. Cela serait plus que l'inflation attendue par la Banque de France, autour de 2,8%. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Et dans le journal de Céline Giraud, vous revenez Céline sur le 60e anniversaire de la disparition d'Edith Piaf. Emporté par la foule. Et oui, c'était le 10 octobre 63. La môme Piaf succombait à une rupture d'anévrisme à 47 ans seulement. 60 ans après, son répertoire reste l'un des plus mythiques au monde. Des chansons qui n'ont cessé d'inspirer nos artistes francophones et les stars de la pop. Marie Jiquel, Edith Piaf reste plus que jamais une source d'inspiration. Oui, des chanteurs français comme Gainsbourg, qui avait d'ailleurs refusé d'écrire pour Edith Piaf et se plie finalement au répertoire de la môme en 1987 avec Mon Légionnaire. Il avait de grands yeux, très clairs, parfois passaient des éclairs comme au ciel. Et puis elle inspire aussi les stars de la pop, Lady Gaga. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. On a l'impression que tous les artistes ont au moins une fois dans leur vie chanté du Piaf, mais la vie d'Edith Piaf, romanesque de ses débuts à chanter dans la rue, à ses amours torturés, sa romance tragique avec Marcel Cerdan, la vie de la chanteuse inspire aussi le cinéma. On se souvient de l'immense succès du film La Môme avec Marion Cotillard en 2007, 86 millions d'euros avait rapporté le film. Le théâtre aussi, Piaf, le spectacle tourne depuis 8 ans. Dans le monde entier, a déjà réuni plus d'1 million de spectateurs. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'amour. Enfin Céline, la môme et sa mythique robe noire de scène anime jusqu'au podium de mode. Récemment, cette année, Juliette Armanet se mouvait en Piaf pour la maison de haute couture Dior. Non, rien de rien. Voilà un autre style. Edith Piaf continue d'inspirer et de vendre. 50 000 disques sont écoulés en moyenne chaque année. Merci beaucoup Marie Jiquel, et c'est vrai que cette musique ne laisse personne insensible, ça tombe bien, on en reparle évidemment à Marie Jiquel, spécialiste culture Europe 1. Et après ce journal à 13h45, si vous êtes fan d'Edith Piaf, soyez à l'écoute. Michel Dumont, 94 ans, Charles Dumont, pardonnez-moi, bien sûr, 94 ans, qui a été l'un des compositeurs de La Môme, Non, je ne regrette rien, Les Amants ou Mon Dieu. Eh bien, il sera avec nous en direct, et si vous voulez intervenir ou même chanter, eh bien venez, Europe 1 vous donne la parole. Vous appelez au 01 80 20 39 21.